Bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir. Bienvenue aussi aux Acharois qui nous suivent en ligne directement. Donc on va procéder comme d'habitude déjà à l'appel. Dominique, si tu veux faire l'appel. Marc Honoré. Présent. François Dazel. Il est là. Annie Debré-Girard. Présente. Oui. Martin Dessaigne. Céline Chassin. Il m'a donné pouvoir. Elle est malade, souffrante. Daniel Giraud. Jean-François Desmarais. Présent. Suzanne Jaunet. Présente. Catel Landier. Jacques Tanguy. Camille Vore. Présente. Dominique Desmet présent. Evelyne Bodichon. Abdelyamin Deradji. Il doit arriver. Je pense qu'il est rentré aujourd'hui. Alors je sais pas, on l'a pas vu. Donc ou il a pas atterri. Je sais pas. Enfin voilà. Ok, je le mets absent pour l'instant. Pour l'instant, oui. Alison Zani. Pouvoir à Jean-François Desmarais, Garib Nadji. à Jean-Paul Desmarais, Sarah Sabourin. Présente. Yves Fusé. Nicole Martin. Véronique Lebarbet. Jean-Paul Desmarais. Landrine Kouka Milandou. Fatia Yayaoui. Olivier Le Goff. Présent. Lydie Auguin. Hier, elle m'a dit qu'elle venait, donc elle est sur la route. Où elle est. Jean-Marc Justine. Pas de nouvelles. Non, il n'est pas là. Non, Ouais. il est- Il n'est pas là. Ah oui, c'est vrai, il a les procurations. À qui? Je sais pas, faut jouer. Quelqu'un de bien. À Sûrement. quelqu'un de bien, sûrement. Maïva Cruz. Valentin Guillaume. Ouais, il arrive toujours en retard avec son boulot. Michel Foubert. Grégory Sanchez. Anne-Nicole Mboué. Il va arriver plus tard, c'est ça. Louis Armand Viret. Jessica Dorlancourt. Pouvoir à monsieur Grégory Sanchez. Salim Lesage. Absent. Mourad Mergui. Absent aussi. Merci de cet appel. Donc, on va pouvoir commencer l'ordre du jour. Ah, voilà, Madame Ouika. Voilà Lydie. Voilà, alors, comme d'habitude, pour commencer, est-ce que vous avez des remarques sur les décisions que j'ai prises depuis le dernier conseil municipal du 25 juin 2024 ? Non ? C'est bon ? Oui, mais j'en avais une, c'est sur le contrat de maintenance des panneaux. Ouais. 37 000 euros quasiment. Sur C'est- 5 ans. Ah, c'est pour 5 ans. 5 ans, D'accord, pas de 5 ok. ans. Ok, Oui, ok. parce nous allons changer les panneaux, en mettre des plus modernes. D'accord, Parce qu'ils ok. ont commencé à Oui, vieillir. oui, c'est pour ça que je me posais la question. Je croyais Voilà, que c'était donc, annuel et du coup. On les ça me achète semblait- pas, c'est la location qui fait voilà, il n'y a pas d'achat, mais c'est une location sur 5 ans. Et une information, on va supprimer celui de Georges Bourgoin et on va conserver la gare et centre-ville. Bon, pour là aussi des questions de coût, parce que vous voyez déjà pour 2 panneaux le coût sur 5 ans, même sur 5 ans. Et une deuxième question sur la convention de louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. De quoi s'agit-il? Laquelle vous voulez dire? La dernière, là. La dernière, d'ici. Convention de louage des choses d'une durée n'excédant pas 12 ans. 124. Base vie de Avenue Paquet. Oui, c'est-à-dire qu'on va signer une convention pour louer donc sur l'arrière de la poste. Provisoirement, on va louer une partie du bâtiment au constructeur d'en face. En contrepartie, il nous met il fait je dirais les sanitaires, l'eau. Il fait des locaux adaptés qui pourront servir après, en plus de la disposition qu'on lui met pour le temps de la construction, qui est de l'ordre de 2 ans. Voilà, donc il fait les cloisons, il fait le chauffage,
les sanitaires, enfin tout ce qu'il faut pour pouvoir l'utiliser correctement après. Et c'est en gros sur les 3/4 de la surface existante. Pardon ? L'ancien centre de tri, c'est ça? Oui, le centre de tri qui aujourd'hui n'a jamais été, je dirais, équipé, puisque aujourd'hui les travaux, si on veut faire quelque chose, c'est de l'ordre de 500 000 euros. Donc eux vont commencer à faire le cloisonnement pour les locaux où ils ont besoin, les sanitaires, le chauffage, enfin tout ce qu'il faut, l'électricité et tout. Voilà, en contrepartie. Parce que la problématique, c'est la base vie où la poser aujourd'hui sur. C'est pas évident de mettre une base vie sur le centre, sur le terrain. Oui. Monsieur le maire, quelle est la raison sociale de l'association Ecstatic Playground? La raison sociale. Oh, bonne question. Quel est leur but? Qu'est-ce qu'ils font, ces Leur gens-là? but, ils ont plusieurs activités. Ils font de l'animation, ils font de la musique assistée par ordinateur, ils font des présentations dans les écoles. Ils ont animé récemment sur le skatepark le week-end. Voilà, ils ont des prestations pour la ville et ils font des graphes également. Ceux qui ont fait le graphe sur la chaufferie, qu'on a changé il y a 2 ans maintenant, 2 ans, 3 ans, ça passe tellement vite. Et également, ils ont fait, je dirais, sur l'école Henri Vallon, Paul Langevin, ils ont refait toute la fresque qui était de 60 mètres sur toute la longueur de l'école, qui a été inaugurée il y a quelque temps, il y a 1 mois à peu près, à la rentrée des classes. Voilà. Et ils sont sur des locaux d'Ommis qui étaient à notre disposition, qu'on leur prête et qu'eux ont les charges de fonctionnement, bien évidemment, du local. Voilà. Mais ils travaillent avec nous, mais avec beaucoup de villes, et notamment avec la communauté urbaine. Depuis, chez nous, ça doit faire au moins une dizaine d'années, peut-être une dizaine d'années. Voilà. Et globalement, les dirigeants sont des gens d'HR. Et pour certains qui ont précédemment travaillé au Saxe. Sur le point 73-24, mais je pense que ça rejoint la question écrite que nous vous avons envoyée à propos de l'aménagement de la place de l'église et des travaux, parce que jusqu'à présent, il y avait toujours le litige avec la compagnie d'assurance, c'était pas encore réglé. Jusque maintenant, il y a toujours le litige. Il y a toujours le litige. Enfin, je vous expliquerai ça tout à l'heure. D'accord, ok, très bien, merci. Voilà. Pas d'autres questions sur les marchés passés? Non plus. Non, c'est simplement des ajustements par rapport aux travaux qui ont été faits dans les écoles cet été. Voilà, donc on va pouvoir passer au conseil municipal proprement dit. Donc le premier point, comme à chaque séance, c'est l'approbation du conseil municipal précédent qui avait eu lieu le 25 juin 2024. Est-ce que vous avez des remarques, Rien? Bon. Aucune remarque, aucune question. D'accord. Donc on peut considérer qu'il est accepté. Il est accepté. Merci. Donc ensuite, on va passer une partie dans les finances, puisque c'est d'actualité, on en parle tous les jours. Là, on va parler des finances d'HR, François. Oui. Donc premier point de mission aux non-valeurs, et ça on connaît ça, parce que c'est tous les ans, des produits recouvrables du budget principal. Voilà, bonsoir mes chers collègues. Donc voilà, délibération, on va dire, habituelle dans cette période de l'année, puisque on passe les admissions en non-valeur de produits recouvrables. Donc je le rappelle, c'est-à-dire au fur et à mesure des années, la ville, en tant qu'ordonnateur, établit des types de recettes, donc réclame un certain nombre de recettes. Ces recettes, des fois, le recouvrement de ces recettes n'est pas de la compétence de la ville, mais du trésor public, qui fait un certain nombre de démarches pour recouvrer ces recettes. Et donc au bout d'un certain nombre de démarches, de temps passé, voire même d'administration, on va dire, gérée, de décisions de justice même, pour aboutir à un certain nombre de choses. Il y a des constats qui sont faits par le Trésor public en nous disant, voilà, ce type de recette, je ne peux pas le recouvrer, donc cette recette est définitivement perdue. Donc c'est ce qui est intégré dans la note, à savoir une créance qui sera définitivement éteinte, voilà, et d'autres qui n'ont pas encore été totalement au bout des décisions de justice, mais qu'on considère devoir neutraliser budgétairement. Donc voilà, c'est le comptable public qui nous fait cette liste. Aujourd'hui, ce qui est proposé, alors budgétairement, on prévoit chaque année dans le budget principal une enveloppe, on va dire, pour les créances irrécouvrables. Aujourd'hui, la délibération vise à éteindre ces recettes pour 6 600 €. Elle concerne aux 2 tiers, même aux 3 quarts des recettes de tout ce qui est lié aux participations scolaires, périscolaires, principalement cantines, centres aérés.
et aussi crèches et garderies. Donc c'est la très grosse majorité de ces recettes. Elles s'étalent, d'ailleurs c'était en appui de la note, de 2013 jusqu'à 2023. Donc elles sont très linéaires, si je puis dire. Et donc du coup, il y a deux niveaux. Donc l'idée de neutraliser budgétairement, puisque ces recettes ont fait l'objet d'inscriptions de recettes dans les différentes années de réalisation et d'exercice. Donc là, il s'agit de passer cette dépense pour neutraliser la recette qui avait été constatée sur les exercices précédents, à savoir de 2013 jusqu'à 2023, pour un total de quasiment 6 600 €. Voilà ce qui vous est présenté ce soir. Donc il n'y a pas besoin d'inscription budgétaire. Elle a été prévue, puisque comme je l'ai dit, on prévoit une enveloppe dès le budget primitif. Maintenant, voilà, il suffit de, entre guillemets, il s'agit aujourd'hui de l'affecter définitivement aux sommes que j'ai évoquées. Merci. Donc, c'est une délibération nous avons régulièrement, puisque c'est tous les ans, il y a des sommes qu'on ne pourra pas recouvrer. Est-ce que vous avez des questions, interrogations? Non, pour 6 000 sur quelques années. Merci. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. François, point suivant. Décision modificative, crédit numéro 1. Décision modificative, donc numéro 1. Là aussi, comme vous le savez, donc on a voté un budget primitif en avril 2024 et au fur et à mesure de l'année, on fait des constats sur l'exécution, sur l'atterrissage définitif de ces crédits, dépenses et recettes d'ici la fin de l'année 2024. Il y a des éléments qui se précisent au cours de l'année, notamment sur des notifications de recettes, sur les rôles supplémentaires, c'est-à-dire finalement les bases d'imposition définitives qu'on va. Il y a des dotations aussi définitives qu'on n'avait pas au moment du vote, qu'on a en cours d'année. Donc on ajuste ces recettes. Et parallèlement, il y a aussi des demandes ou des évolutions de dépenses de fonctionnement et dépenses d'investissement qui peuvent en résulter. Ce qui est important dans cette décision modificative, c'est qu'elle ne modifie nullement l'autofinancement qui avait été prévu au budget primitif. Vous rappelez qu'on fait un virement du fonctionnement vers l'investissement pour financer sur nos fonds propres l'investissement à hauteur de 2,6 millions. Dans cette décision modificative, qui au demeurant en termes de volume et de montant est assez réduite, parce qu'elle tourne autour de 200 000 € en dépenses de fonctionnement pour un budget de près de 30 millions quand même. Du coup, on ne touche pas à l'autofinancement, donc ça c'était aussi une priorité pour nous. On fait le point donc des recettes de fonctionnement, principalement des nouvelles recettes, je l'ai évoqué. Il y a des recettes qui impactent, on va dire, plus négativement notre budget. C'est notamment le cas sur le Fonds de solidarité Île-de-France, dont on passe d'ailleurs le rapport d'utilisation chaque année, le FRIS, le RIF, j'y arrive, où là, par rapport à ce qu'on avait prévu au budget, on perd presque 80 000 € par rapport à notre inscription budgétaire première. Et sur les droits de mutation, dont vous savez que la diminution est très importante sur notre budget, mais pas que sur notre budget. On l'a évoqué quand on a aussi soutenu la motion du département, parce que c'est une recette très importante qui a fondu comme neige au soleil dans les budgets du département, et un peu moins impactant, mais en pourcentage assez impactant de plusieurs centaines de milliers d'euros sur le budget de la ville, puisque là, on diminue en termes d'atterrissage de près de 100 000 € la prévision de recettes sur ces droits de mutation. Donc ça, c'est les points négatifs. Côté fiscal, qui a déjà été prévu en baisse par rapport, je dirais, à ce qui se faisait régulièrement. Voilà, on est un complément de baisse. On est quasiment à la moitié de ce qu'on peut faire. Entre guillemets, sur les bonnes années, on est plutôt autour de 700 000 – 800 000 €. On sera plutôt entre 300 et 400 000 € en atterrissage 2024 cette année. Donc, vous voyez, moitié moins, voire même peut-être un peu moins. Donc là aussi, en termes de prévision et de prudence, on a diminué ces ouvertures de crédit en recettes sur l'exercice 2024. Plutôt une bonne surprise qui nous permet justement de maintenir notre autofinancement à hauteur de 2,6 millions, comme je l'évoquais. Sur la fiscalité, on a des rôles prévisionnels qui sont notifiés au mois de février-mars, sur lesquels on base la fiscalité. Là, en termes de réalisation, de base fiscale définitive, on a plutôt une surprise positive, c'est-à-dire que les bases augmentent, donc du coup, on a un produit de fiscalité qui augmente de 248 000 €. On a également des rattrapages, on va dire, de redevances, notamment sur les antennes depuis 2021, dans lesquelles on avait délibéré au conseil municipal sur l'implantation d'antennes. C'était quoi, le route du barrage, je crois, c'était ça. Et du coup, depuis 2021, les inscriptions n'avaient pas été entérinées sur chaque budget. Donc là, on prévoit et on en fait un rattrapage depuis 2021. Donc ça aide aussi à l'équilibre de cette décision modificative. Côté dépenses de fonctionnement, donc il y a quelques régularisations. Dans un premier point, on ne touche aucunement au budget du personnel, c'est-à-dire le chapitre 012, comme on dit. Il n'est pas impacté par cette décision modificative. On avait prévu 19,2 millions. Nous restons sur cette prévision. Maintenant, eu égard aux annonces d'hier du Premier ministre sur le relèvement du SMIC, il y aura vraisemblablement un impact. Après, on verra s'il est gérable dans l'enveloppe actuelle. Mais en tout cas, on reste à notre enveloppe qui avait été prévue de 19,2 millions
au niveau du budget primitif. Il y a quelques aménagements, restauration scolaire, où là, en termes de cantine, on a plutôt une consommation et une fréquentation en hausse. Donc, du coup, on prévoit des crédits en hausse vis-à-vis du prestataire pour commander les repas. Donc, on s'ajuste de quelques dizaines de milliers d'euros, 14 000 pour être précis. Et là aussi, on régularise financièrement. On avait délibéré fin d'année 2023, je crois en novembre 2023, sur la convention, vous vous souvenez, tripartite entre Domnis, la ville et Engie sur le réseau de chaleur, avec des répercussions qui dataient depuis 2021. Donc, on a régularisé ça. Donc, du coup, sur cette année, on va régulariser en 2024. Donc, il nous faut à peu près 60 000 euros de régularisation de 2021 à 2023 qu'on inscrit définitivement dans les crédits ouverts de fonctionnement en budget 2024. D'autres éléments après qu'on ajuste, un certain nombre de crédits. Et on va se le dire aussi entre nous, on l'avait vécu en fin d'année, il y avait une tension aussi l'année dernière sur les fluides. Donc on prévoit aussi une somme qui nous permettrait, si le cas se présente, de faire face à des dépenses de fluides dont on ne maîtriserait pas forcément l'atterrissage en fin d'exercice 2024. Donc ça aussi, on se prévoit les crédits pour. Bien évidemment, l'objectif, ce n'est pas de les consommer, mais en tout cas, budgétairement, on sera éventuellement en capacité de faire face si le cas se présente. Donc voilà pour les dépenses, on va dire, de fonctionnement. Sur les dépenses d'investissement, très peu d'écriture, une consignation, mais je crois qu'on y reviendra dans le cadre de la préemption du 14 avenue de Stalingrad, justement, où on prévoit 30 000 euros. Alors c'est un chapitre spécifique dans la dépense, dans les sections d'investissement, donc du coup on l'inscrit dans ce chapitre spécifique pour pouvoir, le cas échéant, donc faire face à cette dépense de consignation, enfin ces crédits ouverts de consignation. Et après, il y a des ajustements sur le FCTVA, mais assez modestes, puisqu'au total, c'est la section d'investissement, c'est 30 000 euros dans cette décision modificative. Et sur la section de fonctionnement, c'est un peu moins de 220 000 euros. Je rappellerai aussi que sur sur les recettes de fonctionnement, on a également des crédits CAF aussi qui sont réajustés en fonction d'écritures budgétaires qui ont un petit peu ripé entre 2023 et 2024. Donc, certes, on les constate en 2024, mais c'est pas, c'est des choses qui ont simplement glissé, si je puis dire. C'est pas réellement un surplus. Voilà les éléments de cette décision modificative numéro 1. Oui, pour avoir une idée un peu de l'ampleur de ces modifications, là, François parlait de 200 000 euros sur le budget de fonctionnement d'ajustement. Je rappelle que le budget global, il est 30 millions. Donc, si on le ramène en pourcentage, ça n'est pas grand-chose. Néanmoins, c'est important qu'on puisse faire face à nos dépenses, ce qui veut dire que même avec 30 millions de frais, de dépenses de fonctionnement, on est à ajuster 100 000 ou 150 000 euros en fin d'année. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations sur ces ajustements de compte? Non, pas du tout. Donc, on va pouvoir passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voilà. Donc, le point suivant, on va passer. Alors, on était au Changement de nomenclature pour la caisse des écoles. Voilà, j'en prie. Puisque là, délibération très très technique, puisque étant donné que donc nous disposons d'une caisse des écoles et que donc cette caisse des écoles délibère régulièrement, pour affecter des projets qui certes sont affectés sur le budget de la ville. Je prends quelques précautions d'usage, je vois tout de suite le regard réprobateur de Jean-Paul sur le sujet. Néanmoins, qui dit existence de la caisse des écoles dit un budget qui est adossé à la caisse des écoles. Et comme on l'a fait sur la ville, la comptabilité M14 disparaît peu à peu et laisse lieu à la M57 qu'on a donc passée au niveau de la ville, étant donné que la caisse des écoles dispose encore d'entités juridiques, a un budget, dispose donc d'une nomenclature comptable qu'il faut faire évoluer comme celle de la ville. Donc on passe à la M57, même si aujourd'hui il n'y a aucun mouvement sur cette comptabilité budgétaire. Néanmoins, on se met d'équerre comptablement. Voilà, c'est purement technique. Je vous en prie, monsieur Desmarais. D'un point de vue purement rédactionnel, j'aurais préféré le mot « toujours » au mot « encore ». J'aurais dit, moi, la caisse des écoles étant toujours juridiquement en activité. Parce qu'encore laisse entendre comme une sorte de regret. J'espère que ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. On ne va pas lancer le débat, mais Donc on reste sur encore. voilà. Ou encore et toujours. Voilà. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres remarques? Non. Des précisions sur les noms? Pas de souci. Donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc le comptabilité sera le M57. 47, 57. 57. Pourquoi 47?
Ensuite, toujours un point, passation signature d'accord cadre de bon de commande ayant pour objet des travaux sur espace extérieur. Voilà, là on a 2 délibérations qui se suivent et qui ont la même logique, à savoir le lancement donc de marché et d'accord cadre et bons de commande. Donc le premier consiste à relancer, puisque c'est des marchés existants. Le premier marché donc concerne en fait sur les travaux sur les espaces extérieurs. Donc il y a 2 lots, espace vert et VRD. Ces marchés donc existent déjà, ils avaient été passés pour 4 ans. Ce premier marché arrive à son terme en janvier 2025, donc il convient de le relancer pour disposer de nouveau de prestataires à partir de cette date-là, de début d'année prochaine. Donc on relance le marché, vous avez les éléments, c'est-à-dire en termes de montant maximum sur le par an, donc on considère ces travaux d'espace vert, on est à 400 000 € hors taxe par an. C'est un montant maxi à bon de commande, donc bien évidemment on n'est pas obligé d'atteindre ce maxi. Et le lot B, donc travaux de voirie et réseaux divers, c'est également 400 000 € par an, montant maxi, et donc une durée maximale pour 4 ans, parce qu'il vous est proposé de repasser donc ce marché pour une durée de 4 ans, comme celui qui précédait, enfin un an ferme, reconductible 3 fois. Donc voilà, ça c'est le premier marché. Le second marché, je fais à la suite parce que c'est exactement la même logique. Non, on va voter d'abord, on présente. Là, c'est par contre, c'est 4 lots. Donc là, c'est tout ce qui est lié à la fourniture de produits végétaux pour espaces verts et terrains de sport, donc important. Donc on a 4 lots qui préexistaient. Ce marché vient à échéance en mars 2025. Donc là aussi, il s'agit de le relancer, même logique. Et donc du coup, nous avons 4 lots, là aussi avec une estimation annuelle, marché à bon de commande, qui nous permettra donc de faire face à ces besoins sur les 4 années. Donc un lot A sur les produits horticoles, un lot B sur tout ce qui est peinture de traçage pour terrain de sport, un lot C arbres, arbustes et vivaces en gros conditionnement, et enfin un lot D plantes annuelles, bisannuelles et vivaces en godet. Voilà, tout est dit. Vous avez la précision. Donc là aussi, marché d'un an renouvelable 3 fois, normalement à partir de mars prochain. Voilà. Merci François. Est-ce que vous avez des remarques, des questions sur ces... Au moins, on va déjà commencer par sur les travaux extérieurs. Non? Donc on va pouvoir passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point suivant. Est-ce que vous avez des questions sur les fournitures? Non, pas du tout. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc ensuite, Jean-François, parce que je pense qu'on a épuisé François. Donc Jean-François. Oui, à toi. Ça arrive du cimetière. Bien, mes chers collègues, bonjour. Alors, point numéro 47, actualisation des tarifs du cimetière communal. Bien, donc comme vous avez vu dans la délibération, nous avons augmenté le tarif du cimetière communal que nous n'avions pas fait depuis 2019. Et donc, nous avons fait en plus quelques modifications de manière à avoir, je dirais, une proposition qui soit plus en ligne avec la demande. Donc, les concessions 15 ans, nous sommes passés de 200 à 230 €. Les concessions 30 ans, de 402 à 450. Les concessions 50 ans, nous les avons supprimées parce que nous avons des grandes difficultés à renouveler pour une durée équivalente. Vous doutez bien qu'au bout de 50 ans, il est hyper compliqué de retrouver les tenants et les aboutissants et souvent les descendants. Donc nous avons supprimé les 50 ans, ce qu'on voit d'ailleurs dans tous les cimetières de la région. Nous avons facturé ce qu'on ne faisait pas jusqu'à maintenant, la plaque que l'on accole au mur du souvenir où on dépose les cendres. Ces plaques aujourd'hui nous coûtent 30 €. Donc on a mis un tarif à 50 € pour une bonne et simple raison, c'est que il y a le coût de la plaque, puis après il y a le coût du gardien, il y a le coût de l'installation, etc. Et il faut savoir que cette plaque est obligatoire à être déposée sur le mur du souvenir. Donc voilà, en gros, j'ai par la même occasion
regarder un peu ce qui se passait dans les villes avoisinantes pour savoir si on avait des tarifs attractifs. Alors, c'est pas pour que les gens des villes d'à côté viennent à Cher, parce que c'est beaucoup moins cher. Mais on est malgré tout encore bien loin des tarifs qui sont pratiqués dans les villes avoisinantes. Je vais vous prendre un exemple. Par exemple, la concession à 15 ans, qu'on passe à 230 €, elle est à 590 à Herblay, elle est à 288 à Chanteloup-les-Vignes, 380 à Conflans-Sainte-Honorine. Donc on reste à des prix qui sont relativement assez bas. On ne va pas pénaliser les gens parce qu'ils décèdent, mais bon, on est bien obligé aujourd'hui d'avoir des tarifs. Donc voilà ce que je vous propose, de bien vouloir voter ce soir. Et je dis que les recettes, elles sont bien sûr inscrites au budget communal. Oui, question, là, on supprime les caveaux d'occasion, c'est ça? Ah oui, alors on supprime les caveaux d'occasion parce que Je suis à la recherche, moi, les caveaux on avait un peu mis ça en place en se disant on récupère quelques des caveaux d'occasion quand les monuments quand on avait des reprises, mais en fin de compte on n'a aucune demande sur le sujet, donc on n'a pas non plus la possibilité d'entasser les caveaux. En plus, le fait de racheter une pierre tombale, ça nécessite des frais parce qu'il y a des gravures qui sont dessus, donc pour prendre les pierres, il faut aller les faire dégraver, etc. Donc on a aussi supprimé ce sujet, et donc voilà. Très bien. Est-ce que vous voulez d'autres précisions sur le cimetière? Non, c'est clair. Très bien, donc on va pouvoir passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point suivant, donc Camille, sur approbation convention, mouvement de commande, capture d'animaux. C'est Merci, tellement attendu. Merci, monsieur le maire. Effectivement, je vous propose presque la clôture de ce feuilleton qui nous aura occupé pendant quasiment 2 ans. On a déjà eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises pour enfin pouvoir constituer ce groupement de commandes. Il y a eu plusieurs allers-retours au niveau du CIVOM, mais c'est bon, tout est validé auprès de la préfecture, tout est OK. Donc l'idée, c'est de pouvoir du coup adhérer à cette convention constitutive du groupement de commandes qui est portée par la structure du CIVOM, sur lequel toutes les communes adhérentes ont la possibilité d'adhérer, ce qui permettra du coup par la suite de lancer ce marché et d'espérer avoir des réponses intéressantes pour permettre de pallier les difficultés qui sont aujourd'hui présentes quand on se retrouve avec des animaux errants sur la voie publique, où notamment mes collègues qui effectuent des astreintes peuvent en témoigner. Quand on se retrouve le soir ou le week-end avec un animal sur les bras, c'est pas forcément facile à gérer, on n'est pas forcément équipé, et selon le type d'animal, ça peut être vraiment complexe. Donc voilà, l'idée c'est qu'on puisse autoriser monsieur le maire du coup à signer cette convention, que le CIVOM puisse recueillir l'ensemble des participants et lancer du coup avec une grande attente de la part de beaucoup de communes ce groupement de commandes pour la capture des animaux. Voilà. Y compris les béliers, les ragondins. Non, l'idée, c'est qu'effectivement, on ait une capture qui soit globale. Je suis pas certaine qu'ils soient équipés pour les dromadaires ou ce genre d'exotisme. Mais effectivement, oui, c'est même si c'est plutôt quand même très rare par rapport aux animaux qu'on récupère à la fourrière au CIVOM, on récupère quand même à 98% chats et chiens, mais effectivement, on a eu des cas de nacs ou on va dire de petits animaux de ferme, divers et variés. On a eu des moutons, on a eu des chèvres, on a eu... voilà, donc, mais effectivement, l'idée, c'est que ces sociétés, en plus, elles sont équipées et formées avec tout l'équipement nécessaire. C'est pas pour faire du zèle, mais c'est vraiment pour pouvoir pallier ces difficultés et faire en sorte de respecter nos obligations quant à la capture des animaux errants, quoi.
Merci de votre précision, Camille. Voilà, donc on n'aura plus de chiens ni de chats dans la rue. J'ai compris. Rentrez vos chiens et vos chats. J'ai bien dit pas de zèle, c'est vrai. C'est pas. Très bien. Est-ce que vous avez des questions complémentaires? Non, c'est bon, c'est compris. Bon, donc on va pouvoir passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, j'ai passé la parole à Suzanne Jaunet pour dénonciation de convention de fonctionnement de services communs pour l'instruction d'autorisation d'occupation et d'utilisation des sols conclus avec GPSO. Oui, merci Monsieur le maire. Vous avez presque tout dit dans votre présentation. Bonsoir chers collègues, mesdames et messieurs. Alors effectivement, nous avons signé par 2 fois entre la ville d'Achères et la communauté urbaine une convention pour confier la gestion de nos dossiers d'urbanisme. À l'époque, c'était d'abord le début du PLUI, donc c'était un peu plus complexe que le PLU, et nous avions un service qui était relativement restreint, et c'était un peu compliqué de gérer à la fois tous les dossiers, de s'immerger totalement dans le PLUI. Donc on avait souhaité effectivement partager ce dossier. Nous avons maintenant suffisamment de personnel pour que nous n'ayons plus besoin des services de la communauté urbaine. Donc je vous propose de dénoncer cette convention entre la ville et la communauté urbaine. Très bien. Donc le service étant étoffé avec des personnes compétentes, voilà, donc évidemment la convention avec les GPSO n'était pas gratuite non plus, hein, donc comme aujourd'hui on a les moyens techniques et de qualité pour étudier notamment les permis de construire, donc on renonce à cette convention avec GPSO. Vous avez une question? Non, pas de question, on est juste très favorable à cette délibération, puisque c'est ce qu'on avait défendu à l'époque, donc tout à fait favorable. Mais, oui, madame? Oh oui, bonjour monsieur le maire, bonjour tout le monde. Vous avez combien d'instructeurs dans le service? 3. Ici, 3. 3. Et 3 instructeurs, 3 agents ou 3 instructeurs et plus d'agents? Non, 3 Agents municipaux, je veux dire une assistante en plus des instructeurs. Non, 3. 3 instructeurs. Si on veut être bien précis, c'est 2 instructeurs et une assistante. Voilà, c'était ma question. À partir du moment où il y en a 2, ça doit suffire pour les instructions sur le territoire. Merci. Très bien. Après ces précisions, on peut passer au vote. Qui est contre pour cette... je vous ai dit que vous étiez pour tout à l'heure. Qui est contre pour cette dénonciation? Qui s'abstient? Merci. Point suivant, donc je vais passer la parole à Catel Landier sur le conservatoire. Monsieur le maire, mes chers collègues, il s'agit pour moi ce soir de vous présenter le conseil d'établissement, d'adopter le projet d'établissement du conservatoire à rayonnement communal de la ville d'Achères. Donc, il est proposé au conseil municipal de valider le projet d'établissement du conservatoire d'Achères et de solliciter auprès du préfet de région et de la DRAC le renouvellement de son classement conservatoire à rayonnement communal. Donc, quelques chiffres pour le conservatoire. Le conservatoire d'Achères, c'est 350 élèves, 20 professeurs, un coût de fonctionnement de 700 000 € environ, plus de 100 instruments à disposition. Le conseil d'établissement s'est réuni la semaine dernière et a adopté à l'unanimité le projet d'établissement. Voilà, donc je vous demande ce soir de voter ce projet d'établissement et le renouvellement de l'appellation conservatoire à rayonnement communal. Merci, Catel. Des questions, interrogations? Non? C'est clair? Ben, on va pouvoir passer au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point suivant, on va revenir vers Jean-François Desmarais. Voilà. Pour le temps de travail et l'annexe relative aux autorisations d'absence. Bien, mes chers collègues, donc par délibération prise le 2 février 2022, le conseil municipal a approuvé le règlement sur le temps de travail des agents de la ville d'Achères et du CCAS, puisque les deux sont liés. Le conseil municipal du 25 juin dernier a acté les modifications relatives aux autorisations d'absence. Donc une refonte plus globale est désormais proposée, entraînant une actualisation du guide des congés et du règlement sur le temps de travail. Les précisions et modifications suivantes sont donc apportées avec prise d'effet immédiat. Donc les agents recrutés sous contrat de droit privé révèlent également du personnel concerné.
le non-report des jours fériés tombant sur des repos, conformément bien sûr à la réglementation en vigueur, le report des congés qui pourront être pris jusqu'au 31 janvier de l'année N+1 afin de faciliter la pose des congés sans désorganiser les services, sachant qu'aujourd'hui c'était jusqu'au 15 janvier, donc on l'a reporté au 31. Les autorisations d'absence lors de l'annonce de la survenue d'un handicap, d'un cancer ou d'une pathologie chronique d'un enfant, 5 jours ouvrables. Aujourd'hui c'était 2, donc on augmente et on passe à 5. Et donc, on a instauré la possibilité de bénéficier d'autorisation d'absence lors de l'annonce d'une pathologie chronique ou d'un cancer touchant un enfant. Donc, derrière, vous aviez un petit tableau. Donc, dans le règlement sur le temps de travail au 1er janvier 2022 par rapport aux modifications du 19 septembre 24, vous avez vu, bien sûr, qu'on avait retiré, parce que pour moi, ce n'est pas une absence pour raison de santé, c'est le congé de maternité. Et nous avons rajouté congé de grave maladie et congé sans traitement. De la même manière, dans les déductions appliquées, à ce jour, à partir de 30 jours d'absence cumulée, il y avait réduction d'une journée. Dans le nouveau calcul que vous avez sous vos yeux, la modalité de calcul, 228 jours, donc le nombre de jours ouvrables à l'année divisé par le nombre de jours à RTT, génère plus un jour lié à la solidarité, c'est le lundi de Pentecôte, soit 12 jours pour les agents à 37 heures hebdomadaires. Donc les déductions appliquées pour les agents travaillant à 37 heures hebdomadaires, un jour est déduit à partir de 19 jours d'absence. Je vous rappelle que les absences, ce n'est pas sur les 37 heures du travail effectué, mais c'est bien sur les 35 heures légales. Et qu'il y aura, pour ceux qui ont 39 heures, un jour est retiré à compter du 10e jour d'absence. Si la réduction de jours à RTT n'a pas pu être mise en œuvre dans le courant de l'année N, cette réduction sera apportée sur l'année suivante. Voilà, mes chers collègues. Merci. Oui, donc sur les RTT, c'était une remise. Sur les RTT, c'était une remise en conformité avec la loi, puisqu'aujourd'hui, on retenait simplement un RTT après 30 jours. Or, aujourd'hui, c'est en fonction du temps de travail, tout à fait, qui est de 35 jours, comme l'a dit Jean-François, et 36 heures, 37 heures pour les 10 jours, pour ceux qui sont au-delà des 37 heures, qui sont à 39 heures. Voilà, donc derrière, on a la modification du règlement intérieur, mais je pense que vous ne voulez pas que je vous le lise dans la totalité. Donc voilà, si je veux résumer, en plus de ce qu'a dit Monsieur le maire, donc on a sorti du règlement les congés maternité. Voilà. De l'autre côté, on a rajouté les congés de grave maladie et les congés sans traitement. On a rajouté 5 jours au lieu de 2 jours pour les pathologies. Et puis voilà. Et puis on a reporté, oui, la reprise des congés du 31 au lieu à 31 janvier au lieu du 15 janvier. Très bien, merci. Voilà, mes chers collègues. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations? Non, c'est bon. Merci. Donc, on va pouvoir passer au vote. Qui est contre? Alors, ce que je voulais signaler, c'est qu'il y a eu l'accord du CST, hein, bien évidemment. Donc, oui. Voilà. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point suivant, c'est Jean-François. Donc, c'est la modification du régime des heures supplémentaires et d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires, ce qu'on appelle les IHTS, un bien grand mot. Donc, pour se mettre en conformité avec les remarques qui avaient été faites par la CRC, on a fait donc une remise à jour sur les heures supplémentaires. Et on avait une obligation, c'était de vous procurer la liste des agents qui étaient autorisés à faire des heures supplémentaires. Avant, on était bloqué à l'indice 380. Maintenant, ce sont tous les agents de catégorie C et donc de catégorie B. Donc cette liste, elle vous a été fournie. Par ailleurs, cette délibération est l'occasion d'apporter des précisions sur la récupération des heures supplémentaires. En effet, ces repos compensateurs peuvent faire l'objet de majorations qui ne peuvent être supérieures à celles octroyées lors du paiement.
Alors, les heures de jour. 80% des mairies en France, puisque je fais faire un petit recensement que j'ai là, 80% des mairies en France, c'est dans la récupération 1 heure pour 1 heure. On a pris donc lors du dernier CST avec monsieur le maire et la direction générale le fait de dire que pour 1 heure on continuait à accorder 1h15, sachant quand même que c'est pas forcément légal et que l'on pourrait être retoqué par la préfecture. Mais on a considéré qu'on pouvait en prendre le risque et donc aujourd'hui, pour 1 heure travaillée, on donnera donc 1h15 de récupération pour les heures de jour. Les heures de dimanche et jours fériés, c'est une majoration des 2/3, soit 1 heure égale à 1h40. Et pour les heures de nuit, majoration de 100%, soit 1 heure effectuée. L'agent récupérera bien sûr 2 heures. Donc je vous dis aussi que les crédits sont inscrits au budget 2024. Et donc derrière, vous avez la liste totale des agents qui peuvent être soumis aux heures supplémentaires. Merci. Mais quand Jean-François dit contrôle de l'État, c'est effectivement le contrôle de légalité. Hein. Toutes les délibérations passent au contrôle de légalité et là, éventuellement, peuvent être rejetées faute d'application de la loi. Voilà. Alors, il existe, monsieur le maire, excusez-moi, je vais vous couper. J'ai fait un peu le tour des communes sur la France parce que bon, c'était un peu plus important. Il existe encore des villes où 1 heure égale 1h15, peu, mais il en existe encore quelques-unes. Donc on fera encore partie de ces peu, sachant quand même que je vous disais, on peut être retoqué. Mais si on regarde dans la région, Issou, Tenay, Le Vésinet, Survilliers, Saint-Germain-en-Laye, Mondeville, Bourg-la-Reine, Marine, Vernouillet, GPSCO, Orgeval sont à 1 heure pour 1 heure. Très bien. Voilà. Merci. Mais est-ce que justement, je pense que le fait que cette 1 heure soit considérée comme 1h15, quand il y a une ancienneté, je pense que ça doit être maintenu. Non. Non, c'est pas une obligation. Non. On nous a demandé de nous mettre à jour. Non, là, c'était. En fin de Parce compte. qu'en principe, quand il y a. Parce qu'avant, on faisait 1h30. Par contre, la CRC nous a retoqué sur le sujet en nous disant vous n'êtes pas en conformité avec la loi. Donc 1 heure, c'est 1 heure, peu importe l'ancienneté. Mais bon, aujourd'hui, on essaye de jouer le jeu. On dit 1 heure, 1h15, et puis on verra ce qui va passer. Dans tous les cas de figure, je pense qu'on sera pas retoqué, mais bon. Il suffit qu'on tombe sur quelqu'un de très pointilleux et donc voilà. Merci. Donc ça a été voté à l'unanimité au CST. Merci. D'autres questions? On va pouvoir passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc point suivant, toujours Jean-François. Oui, alors c'est la mise à jour du tableau des effectifs. Alors avec deux choses. La première, comme vous l'avez vu dans le compte rendu, dans la proposition qui vous a été faite, excusez-moi. Donc il y a peu de modifications dans le tableau des effectifs. Il y a 2 postes dans la filière administrative, 1 poste dans la filière animation, et puis il y a une ATSEM de 2e classe et 2 dans la filière sociale. La seule chose qu'il y a de différent par rapport aux fois d'avant, c'est que je vous avais promis la dernière fois un nouveau tableau des effectifs un petit peu plus sophistiqué. Donc, je vous ai fourni ce nouveau tableau des effectifs sur lequel on a essayé d'être un petit peu plus clair dans les décisions et les changements qu'il pouvait y avoir au niveau des effectifs. Comme je vous l'avais dit, pour un poste donné, on peut avoir plusieurs grades. Et donc, dans le tableau des effectifs, on retrouvait sur un même poste 2 postes en fin de compte, parce qu'il
il pouvait y avoir 2 grades, ou voire 3 grades, mais ça, c'est beaucoup plus rare. Donc, j'ai essayé de vous mettre... c'est pas moi qui l'ai fait, vous vous doutez bien, et j'en remercie d'ailleurs la directrice des ressources humaines pour ce travail, de vous mettre en face les explications des différentiels entre les effectifs créés et les effectifs pourvus, avec les grades vacants suite aux postes en cours de recrutement, les grades vacants pour autres motifs, les grades vacants suite à des nominations. Et puis à la fin, tout en bas, vous avez une explication un peu plus claire des postes, donc différentiel effectif budgétaire et pourvu, ben, c'est ce que je vous expliquais, 79, c'est parce que pour un poste, on peut avoir plusieurs grades. Vous avez exactement le nombre de postes actuellement vacants, qui est de 24, et puis en dessous, vous avez le détail des 79 postes qui sont au-dessus. Donc vous avez quelque chose qui est beaucoup plus concis, plus explicatif, et j'espère que avec ceci, vous comprendrez la totalité des changements que nous pouvons apporter. Merci, monsieur, chers collègues, merci, monsieur le maire. Merci. Après l'explication du tableau des effectifs, qui devrait être plus clair, est-ce que vous avez des questions? Oui, j'ai une petite question, c'est sur les temps non complets. Et ça semble disparaître dans le nouveau tableau. Ah, je sais pas. Ou est-ce que c'est la même chose Ouais, c'est possible. Alors, je vais le noter, mais... Pardon, qu'est-ce qui a disparu? Les temps non complets. Il y avait une colonne temps Ouais, non complet, temps non enfin complet. temps partiel, voilà. Ouais, je vais Et ça semble plus être en fait dans le tableau. Ouais, c'est une bonne remarque. Je vais le noter, puis je vais... Ça, c'est avant. C'est en rouge qu'il faut regarder. Ouais. Très bien. Donc, à part cette remarque, est-ce qu'il y a des questions complémentaires? Non. Donc, on va pouvoir passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, le dernier point du conseil municipal, Madame Jaunet. Oui, merci Monsieur le maire. Sujet hautement important que ce passage de la LNPN sur le territoire, j'allais dire, de l'axe Seine. Vous en avez tous sans doute entendu parler. Vous avez vu qu'on avait placé des panneaux pour expliquer qu'on était contre le passage de la LNPN. Alors, au-delà de l'aspect financier, bon, mais c'est quand même un peu d'argent. 10 à 11 milliards estimés en 2021. Je pense que quand on voit les surcoûts qu'il peut y avoir sur Éole ou sur le tram 13, on pourrait considérer qu'on est plutôt sur un projet de 15 milliards. 15 milliards. C'est abyssal. Hein. C'est presque j'allais dire, en proportion avec les 3 000 milliards de dettes de la France. On pourrait ramener ça et faire des comparaisons. Mais plus grave, parce qu'à la limite, on pourrait dépenser 15 milliards si ça avait, pour notre territoire, et si c'était un enjeu important, structurant. Mais à l'inverse, c'est un projet qui va totalement dégrader le territoire. Et quand je dis le territoire, pardonnez-moi, mais je pense surtout communauté urbaine, parce que ce sont nos communes de la communauté urbaine qui seront totalement impactées par ce projet. Il y a le problème du fret. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que la région Île-de-France a réfléchi, parce que tout le monde s'est penché sur le berceau de cette ligne. J'allais dire, c'est pas à grande vitesse, mais presque. Hein, c'est quand même pas. C'est un train qui roule à 200 km/h. La région s'est penchée avec Île-de-France Mobilité sur le sujet, et on sait aujourd'hui qu'on peut faire passer le fret ailleurs, et que les lignes sont existantes, mais qu'on les a sous-utilisées. Donc on a des solutions. Donc, on n'est pas obligé d'avoir la LNPN aujourd'hui pour faire passer le fret. Un frein, et là, je vais même pouvoir vous donner un cas concret. Un frein, effectivement, au développement du territoire. Je rappelle que sur notre territoire, on a, après le PLUI, on a eu un PLHI, et qu'on a besoin de construire du logement sur notre territoire. Je le dis souvent, c'est la responsabilité des élus aujourd'hui de pouvoir loger la population de notre territoire, que ce soit notre territoire municipal ou que ce soit notre territoire intercommunal, et j'irai même plus loin, le territoire départemental. C'est un vrai sujet.
Ne pas vouloir construire, c'est une hérésie. Quel que soit le type de logement, on a besoin de construire sur le territoire. C'est vrai que l'impact de la LNPN nous prive de beaucoup de terrain. Et je vais vous donner un cas concret. Projet de clinique, de regroupement de cliniques à Aubergenville, entre la clinique d'Évêquemont et la clinique qui existe aujourd'hui à Aubergenville. Très beau projet, et je pense que les Yvelinois dans leur globalité, mais en tout cas les gens du territoire de la CU, méritent d'avoir un bel équipement. Comme nous, on a un bel équipement ici en institut de soins de suite, on pouvait imaginer qu'on avait un bel équipement. Ça peut plus se faire. Ça peut plus se faire, puisque les tracés, aujourd'hui, impactent notre territoire, et que quel est l'investisseur qui va aller réaliser une opération comme celle-ci, à partir du moment où il risque de toute façon de ne pas aller au bout de son projet, ou même peut-être qu'un jour on lui dise il faut déménager. Évidemment, ça a un impact sur le trafic routier parce que, je rappelle, je le dis souvent, on manque de ponts sur la Seine. Donc imaginez un tracé ferroviaire, il va falloir l'enjamber ou passer dessous, avec des coûts, effectivement, qui seront encore plus prohibitifs, donc les impacts sur les transports et le franchissement. Donc en termes de mobilité, encore une fois, ça a un impact extrêmement destructeur sur notre territoire. Alors je ne parle pas du désastre écologique, parce que je rappelle quand même qu'à l'écriture du PLUI, on a gelé beaucoup d'espaces qui étaient des espaces naturels, sans parler des espaces agricoles, de façon à ce qu'effectivement on reconstruise la ville sur la ville et qu'on évite de l'étalement urbain sur des terres qui, effectivement, accueillaient ou de l'agriculture ou qui étaient des espaces protégés. On passe exactement là où on a tout protégé, dans le PLUI. C'est-à-dire que nous, on n'a pas le droit de faire, mais l'État arrive avec sa ligne de chemin de fer, et alors les terres agricoles qui longent les Mureaux, ça n'existe plus. Donc voilà, enfin, je pense qu'il y a un... Comment dire ? C'est presque une gifle qu'on donne comme ça, qu'on balance à la tête des élus en disant finalement, vous, allez vous faire voir, nous on peut faire, vous, c'est pas grave si vous ne faites pas. Évidemment, si elle devait se réaliser, et je pense à mes amis qui habitent Morinvilliers, qui sont sur les bords et qui auraient ça devant leurs fenêtres, mais bien évidemment, on sait que l'impact visuel ne pourra pas être évité, et que le bruit non plus. Une ligne de chemin de fer, par définition, ça fait un peu de bruit. Donc voilà, moi je crois que on est solidaire, et moi ça me fait extrêmement plaisir parce que quelquefois on dit que la communauté urbaine est un grand truc qui ne sert pas à grand-chose. Si la communauté urbaine sert, elle est efficace, elle rend des services, surtout aux communes qui sont moins importantes que les autres. Et aujourd'hui, il n'y a pas un village qui n'est absolument pas impacté par la LNPN, mais qui n'a pas signé à la fois cette motion et qui n'a pas placé à l'entrée de son territoire les grandes affiches pour dire non à la LNPN. Voilà. Vous savez, j'aime ce territoire, je suis passionnée quand je parle de ces sujets, mais sincèrement, je pense que le territoire de GPSEO, globalement, chacune de nos communes mérite mieux qu'un projet aussi dévastateur. Merci Suzanne de cette précision et cet intérêt pour le territoire. Voilà. Et en plus, comme rien n'est figé, ça peut passer à droite, à gauche de l'autoroute. C'est-à-dire, on gèle les terrains des deux côtés, comme ça, comme rien n'est précis. À un moment, on vous dit le tunnel, parce qu'à la fin, ça va finir en tunnel, théoriquement, devrait sortir soit à l'autoroute A13 à 14, à Poissy, ou dans la plaine de Montesson, qui est également classée plaine agricole proche de Paris. Voilà, donc il n'y a rien de précis. On vous gèle des terrains sans avoir une réflexion sur ce qui pourra se faire. Alors, si c'était gelé pour 6 mois, ça serait pas dramatique, parce que 6 mois après, on serait fixé sur le tracé qui serait retenu. Or, aujourd'hui, un tracé retenu, le tracé sera retenu dans 5 ans ou 6 ans, pas avant. Donc, tout ce qui est prévu par les communes sur ce territoire gelé, bien évidemment, aucun investisseur, comme l'a dit Suzanne, ne va venir se frotter à des constructions. Je rappelle qu'il y avait un premier projet qui avait été, mais ancien, qui devait passer à Cher, sur
C'est sur la plaine, là, avec une gare à Cherville en plus, hein, donc de liaison avec le RER A. Et dans un deuxième temps, il va y avoir une gare aussi au Grand Cormier dans le deuxième projet. Et là, le troisième projet ne passe pas du tout sur le territoire d'Achères, mais néanmoins, il est bien évident que, étant dans la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, il est important qu'on puisse soutenir cette délibération pour aider nos amis qui sont impactés par ce passage à pouvoir se défendre. Et je crois que la région Île-de-France a rejeté ce projet, je crois, c'est ça. Ok, voilà ce que je voulais vous dire. Oui, j'en prie, monsieur Desmarais. Monsieur le maire, chers collègues, j'observe dans la proposition qui nous est faite une légère contradiction intrinsèque. Oui. La première, l'article 1, on s'oppose au projet. L'article 3, on demande que la communauté urbaine soit associée au projet. Je vois bien ce qu'on veut dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas rédiger ça d'une façon un tout petit peu différente? Ça, c'est une proposition qui est faite globalement par le GPSO, c'est ça? On peut demander que ce soit... On peut le modifier. Parce que s'opposer d'une main et demander à être associé de l'autre, bon. Ouais, c'est pas la même main, mais bon, on est d'accord. D'accord. On procédera à cette modification. Voilà. Des questions, des interrogations? Oui, je ne vais pas refaire le débat qu'on a pu avoir entre nous à la GPSO. Notre groupe s'abstiendra sur cette motion par manque d'informations globales sur le projet. J'ai noté quand même deux, trois informations qui n'ont pas été dites par Madame Jaunet ce soir. Le fait que le projet soit compartimenté en différentes phases et que certaines sont plus intéressantes que d'autres pour les territoires. Si j'ai bien compris, il y en a une qui est repoussée à 2050, donc on n'est pas prêt de voir le jour. Celle qui nous intéresse, c'est plus celle qui concerne la liaison entre Mantes et Nanterre, si je ne me trompe pas. Il y a des avis qui sont divergents là-dessus, il y a des propositions qui sont différentes également. C'est dommage de ne pas avoir d'informations là-dessus, sur ce que ces personnes proposent. Et juste de se baser sur ce que dit la GPSO et la région Île-de-France. J'ai noté aussi une petite contradiction, même si vous en avez parlé à la fin de votre propos, Madame Jaunet, sur l'environnement, où il faut éviter l'étalement des villes et construire en hauteur. Si tel est le cas, et je suis relativement d'accord avec vous, si les villes doivent grandir, il faut arrêter l'étalement. Faire passer une voie de train on ne va pas les faire passer à la place de maisons actuelles. Donc, si on veut faire grandir nos villes, ça va être enlever des maisons individuelles pour construire du collectif. Donc, l'argument, selon moi, là-dessus ne tient pas. Si on veut vraiment défendre l'environnement, on construit en hauteur et on n'étale pas plus la ville. C'est à peu près tout ce que j'avais vu. Et encore une fois, je n'avais pas envie de retourner dans le bas, puisqu'on n'est pas non plus ultra informé, on n'est pas ultra... on n'a pas toutes les informations sur ce projet. Merci. Oui, vous ne m'avez pas bien écouté. J'ai surtout dit que ça passait sur nos terres agricoles. Et j'ai parlé principalement des terres agricoles qui sont entre l'autoroute et les Mureaux, terres que nous avons protégées dans l'écriture du PLUI, justement parce que là, on avait un étalement urbain qui était fait plutôt de maisons individuelles, et on a vraiment travaillé de concert avec les communes pour que tous ces territoires restent en territoire agricole et principalement en maraîchage. Et là, si ça passe de ce côté-là, il n'y a plus. De l'autre côté, nous avons des fermes encore de l'autre côté. Nous avons des terres agricoles. Et que nous avons, encore une fois, je le dis, protégées dans le cadre de l'écriture du PLUI. Et à partir de là, d'un seul coup, c'est plus grave. On peut ne plus faire pousser les carottes aux Mureaux. On peut ne plus avoir toutes les ressources que nous avons en matière agricole de l'autre côté. Il n'y a plus rien qui compte. Et c'est ça qui est un peu désagréable. Bien sûr qu'on va... Alors, je vais vous dire quand même quelque chose. Vous dites que ça ne va pas passer sur les maisons. Mais peut-être bien que si. Parce qu'en fonction du tracé, on passe ou pas aujourd'hui sur des constructions qui sont récentes. Alors, je suis assez d'accord avec vous sur le fait qu'on n'a pas tous les renseignements. Mais parce que nous n'avons pas tous les renseignements. Aujourd'hui, la SNCF s'est comportée, j'allais dire, comme des margoulins. C'est pas normal. GPSO s'est arrivé sur la table de façon quand même
un peu cavalière. Toutes les concertations où il n'y a pas pratiquement d'élus du 78, tous les élus qui ont concerté pendant un long moment, c'était la Normandie. Nous, on arrive comme si on était un cheveu sur la soupe. Et on n'est pas un cheveu sur la soupe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la position de la communauté urbaine est peut-être un peu raide. Mais il faut qu'elle le soit. Il faut qu'elle le soit parce qu'on n'a pas été considéré, alors que, sincèrement, l'impact, il est d'abord chez nous. Mais soyez assurés que nos voisins, juste après le Mantoile, hein, quand on arrive dans d'autres territoires, ils ne sont pas non plus très favorables. Je ne vous aurais pas attaqué sur cette question des terres agricoles, puisque je vois qu'on est d'accord là-dessus, il faut les préserver à tout prix. Mais quand on utilise cet argument, il faut l'utiliser à chaque projet qu'on a, que ce soit pour la GPSO, mais pour la région Île-de-France également. Il y a d'autres sujets où on va bétonner des terres agricoles, et là, ça me semble ne pas offusquer ces élus. Mais je suis totalement d'accord avec vous sur cette question des terres agricoles. Une autre chose, c'était sur... Attendez, j'ai perdu le fil de ma pensée. Ça me reviendra peut-être plus tard. Désolé. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce sujet? Oui, simplement d'avoir mis un calicot à l'entrée de la ville, c'est bien, mais la population se demande ce que c'est. C'est vrai aussi, madame. En définitive, il n'y a pas d'information au niveau de la population, et ça serait bien quand même de faire une information. Il y aura une information, effectivement, voilà, qui sera parce que les gens se posent des questions, c'est quoi là? Les gens ne sont pas forcément au courant, donc c'est bien de les informer. Ça fait poser des questions, donc il faut qu'on y réponde. Vous avez raison. C'est clair. Et j'ai retrouvé le fil de ma pensée, du coup. Quand vous disiez que les élus n'ont pas été consultés par la SNCF, je pense qu'ils en ont parlé avec la région Île-de-France. Là, je m'adresse directement à vous parce que je n'ai pas la réponse. Ils ont dû consulter la région Île-de-France. Donc il y a forcément des élus qui nous représentent. Non. Il ne vous a pas échappé que je ne suis plus conseillère régionale, mais conseillère départementale, et on n'a absolument pas été... Non. Le problème, c'est que toutes les réunions se faisaient plutôt en Normandie, et que, effectivement, si Patrick Stefanini a représenté, bien après le début des réunions, Patrick Stefanini a représenté la région, non pas la région Île-de-France, mais Île-de-France Mobilité, puisqu'il siège à Île-de-France Mobilité. Mais sincèrement, on n'a pas été associés. Il a fallu que la présidente montre les dents à un moment donné pour être associée aux réunions qui se passaient en Normandie. Et puis, sincèrement, vous trouvez sympa, vous, de faire des réunions en Normandie pour un projet qui est sur le territoire de la GPSO? C'est de la décentralisation. On peut appeler ça comme ça, mais il faut à la fois se déplacer et avoir le temps. C'est une belle région, la Normandie, donc ça ne devait pas être trop désagréable le déplacement. Je suis d'accord avec vous, mais pour l'instant, moi je suis désolée, mais je suis encore habitante du territoire de la GPSO et c'est le territoire que je défends. Et une dernière chose, pour revenir au débat qu'on avait pu avoir à la GPSO, ce qui m'a gêné aussi avec Madame la Présidente, c'est que c'était vraiment une fin de non-recevoir. C'est-à-dire que même si le projet évoluait dans le bon sens, parce qu'il y a quand même cette question du fret qui est importante, et qui est censée décarboner le pays et décarboner aussi la livraison de biens de consommation, etc. Si on arrive à proposer quelque chose de plus intéressant pour la GPSO, je pense qu'il ne faut pas se l'interdire. Et le fait qu'on nous dise c'est non, ça ne se fera pas, peu importe le projet, je trouve ça quand même un peu trop dur pour le coup et vraiment dommage. Alors, je vais vous répondre sur le fret. Et je vais vous répondre d'ailleurs en deux temps. Le fret, je l'ai dit dans mon intervention, on a des solutions qui sont des solutions sur des lignes existantes. Vous savez, on a la chance à la communauté urbaine d'avoir plusieurs personnes qui sont des cheminots et qui connaissent parfaitement le système ferroviaire d'Île-de-France. Et puis, moi, je dis 15 milliards. Vous imaginez 15 milliards qui seraient placés, justement, puisqu'on les a dépensés, a priori, sur toutes les lignes qui sont des lignes quotidiennes pour les habitants d'Île-de-France et qui sont malheureusement extrêmement mal desservies. Et même toutes les villes qui sont à 150 ou 200 km de Paris, où ils ont un train le matin et un train le soir. Enfin, à un moment donné, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'argent public,
Il faut qu'on sache le dépenser. Et en l'occurrence, moi, je suis encore une fois désolée, mais vous essayez d'aller dans la Creuse avec un train, vous essayez d'aller à Châteauroux avec un train. Aujourd'hui, on a très très peu de trains, encore une fois, qui sont des TER, et qui partent de Paris. Mais franchement, il faut avoir envie de les utiliser. Donc, si on a 15 milliards à dépenser, moi je propose qu'on les dépense sur la restructuration, la requalification des lignes existantes et qui sont tout le bassin parisien. Sans parler même de Paris et le bassin parisien. Franchement, je pense qu'on serait ce serait intelligent de le faire. Les 15 milliards, juste pour être précis, c'est sur l'ensemble de la ligne. La portion qui nous intéresse, qui nous impacte directement sur le territoire, c'est de mémoire 3,1 milliards. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre les 15 milliards globales de la ligne pour les remettre juste sur l'Île-de-France. Ce ne serait pas faire pour le coup. Enfin, ce ne serait pas juste, pardon. C'est pour ça que j'ai parlé du bassin parisien. Vous comptez pas le tunnel dans les 3 milliards, là? Non, je parle juste de la partie qui est impactante, c'est-à-dire Mantes-Nanterre. Ils vont pas faire que GPSO, ils vont faire avant et après. On est d'accord. Donc, si vous faire un tunnel de Montesson ou de Poissy jusqu'à la gare, pratiquement à l'entrée des gares Saint-Lazare, à mon avis, les 3 millions, ça va être un peu juste. Je me base sur les chiffres qui nous ont été donnés. Encore une fois, c'est pas mon domaine, donc je peux pas projeter non plus. Je suis pas dans le. Ça vous a pas échappé également aussi que le maire du Havre, qui a eu quelques responsabilités par le passé, l'objectif, c'est le doublement du port container chez lui. Donc, le doublement des ports containers, les containers, il faut aussi après qu'ils sortent du port, soit par la route et aussi par le fret. Donc, ceci explique aussi un peu cela. Et la dernière chose, c'était sur... je perds vraiment le fil de mes pensées ce soir. Je vais voir si je retrouve avant de voter. Ok. Merci. Dépêchez-vous parce qu'on va voter. Merci. Donc, on va voter. Bon, tant pis. Si, je l'ai. Ça met un peu d'animation. J'entends sur le fret qu'on a déjà les lignes, qu'on peut les utiliser, etc. Ma question, c'est pourquoi on ne les a pas utilisées jusque-là? Alors, vous savez, je le dis souvent, ça fait un certain temps que je suis élue, et ça fait un certain temps, par exemple, qu'on a parlé de la réouverture de la Grande Ceinture, que maintenant on appelle le tram 13. Alors, pourquoi n'a-t-on pas réutilisé? Pourquoi n'a-t-on pas réutilisé la petite ceinture? Pourquoi n'utilise-t-on pas aujourd'hui, je viens de parler plutôt du bassin parisien, qui est extrêmement mal desservi, et on a des lignes de chemin de fer qui existent. Alors, ou qui n'ont pas été entretenues, ou qui, encore une fois, qui acceptent un train le matin, un train le soir, ou 5... voilà. Là, on a une vraie réflexion à avoir, et sincèrement, moi, je trouverais extrêmement intéressant que Île-de-France Mobilité, et pourquoi je parle de ces lignes existantes, c'est parce que la présidente de région, qui est venue à la conférence des maires, au sein de la communauté urbaine, a expliqué, effectivement, les services de la région ont travaillé là-dessus, et on sait aujourd'hui qu'on a des possibilités sur des lignes existantes. Après, il faut qu'il y ait la volonté de la SNCF de vouloir faire un petit peu autrement. Moi, vous savez, je suis, comment on dit, je suis pas un perdreau de l'année, et je considère aujourd'hui que c'est aux élus de porter les choses. Les élus n'ont pas à se faire phagocyter par les fonctionnaires, quels qu'ils soient, que ce soit la SNCF, que ce soit l'État, que ce soit... Il faut, et on doit affirmer aujourd'hui notre volonté de faire autrement, en tout cas, que ce qu'on nous propose la LNPN. Voilà, que ce qui nous est proposé pour la LNPN. Donc, à la GPSO, on va porter des projets de fret avec nos élus. J'ai pas compris votre... Si c'est aux élus de porter des choses et de ne pas être dépendant des fonctionnaires, ça veut dire qu'on va pousser à ce que le fret se développe sur notre territoire? Non, j'ai pas dit sur notre... J'ai dit sur les lignes existantes. Oui, mais il y en a bien qui passent sur notre territoire. Oui, plus ou moins. J'espère. Mais non, mais attendez, on peut pas vouloir une chose et son contraire. On veut pas de voiture, on veut pas de camion, donc il faut... C'est pour ça, on n'est pas anti-ligne de chemin de fer. On est anti-nouvelle ligne de chemin de fer qui n'a pas son intérêt. Mais bien sûr, ça choque personne de faire passer du fret sur une ligne existante. Ça choque personne. Ça choque les voisins de la ligne, mais bon, autre chose. Ok, merci. Vous n'avez plus de questions à retrouver? Non, c'est bon, j'ai fait le tour. Merci, monsieur le maire. Merci.
Donc, on va pouvoir passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Merci. Donc, Monsieur le maire, 30 secondes. oui, je vous en prie, monsieur Desmarais. J'ai juste une petite précision pour Monsieur Sanchez. Vous prendrez le tableau des... Je l'ai pris. Mais des pour moi, cette colonne de gauche, là, Elle est où il y sur a, la- oui, la oui, ligne mais ça, droit. c'est l'ancien. Non? Bah, alors, le nouveau tableau, il est en rouge, puisque c'était marqué dans la délibération de septembre 2024. Regardez les colonnes. Elles s'appellent délibération de septembre 2024. Oui. Vous voyez, Oui. les nouvelles colonnes sont en rouge, et celle-là, elle n'est pas en rouge. Enfin, vous mettrez d'accord sur la colonne et puis... Regardez bien, regardez. vous verrez. Regardez. Et puis, on ne voit pas, c'est pour ça. Bon. Donc, vous réglez votre problème de couleur ensemble et puis je pense qu'il n'y a pas de difficulté à mettre tout Je vais venir vous expliquer après. tout sur le tableau. Merci. Oui, donc, une chose avant de passer aux questions, parce qu'il y a des questions. Donc, on a vu Octobre Rose, c'est au mois d'octobre, donc nous sommes le 3 aujourd'hui, c'est ça? Donc, de 2. Ça a commencé. Donc, sur HR, le 12 au matin, il y a un stand sur le marché. De 12h à 15h, en salle des mariages, il y a une conférence. Non, pas de 12 à 15h, à partir de 15h. Le 12 à 15h. Le 12 à 15h. Excusez-moi. 12 octobre. Le 12 octobre à 15h, en salle des mariages, conférence d'information présentée par Madame Brana Poiré, médecin commandant des sapeurs-pompiers. Voilà. Et le médecin chef. Et médecin-chef. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir. Je répète, le 12 à 15h et le 12 au matin, il y a un stand au marché. Et collecte et vente de goodies le samedi matin sur le marché. Tous les profits seront reversés à la Ligue contre le cancer. Je vous attends très nombreux sur le marché. Des petits sacs qu'on va vendre, des petits pins, voilà, plein de petits goodies en fait. Très bien, merci. Prenez le temps. Le temps que vous êtes dans les dates, on va le faire tout de suite, comme ça sera fait. Le 11 décembre, le prochain conseil municipal. Je ne sais pas si vous avez eu la date. Donc, il y a des questions qui nous ont été adressées. Donc, je vais essayer d'y répondre. Alors, en ce qui concerne, on va commencer par la place de l'église, parce que vous avez fait allusion tout à l'heure. C'est pareil, c'est l'ordre et je tâcherai de ne pas en oublier. Donc, en ce qui concerne la place de l'église, alors c'est vrai que le panneau avec le nouveau projet commence à dater, parce qu'il doit faire au moins 6 ans ou 7 ans qu'il est là. Donc, vous avez déjà un peu eu connaissance de la problématique qui se pose. Donc, fin de l'année 2023, on avait eu, après expertise judiciaire de l'immeuble, je rappelle que la démolition de la pharmacie a ébranlé l'immeuble d'à côté où il y a le tacos. Donc, il nous avait été, fin 2023, il nous a été autorisé à faire les travaux de confortement de ce bâtiment où figure le tacos, pour pouvoir ensuite réaliser enfin les travaux de la place de l'église. Voilà. Donc, par contre, début 24, il y a eu un revirement de la position de l'expert judiciaire qui nous a écrit en mettant en doute les capacités de l'immeuble mitoyen, c'est-à-dire le 16, où il y a la coiffeuse, de pouvoir résister aux travaux qui allaient être faits dans celui d'à côté. C'est une chaîne, hein, la pharmacie, on met en fragilité celui d'à côté. Maintenant, il nous dit si on fait des travaux dans celui d'à côté, on va mettre en fragilité l'autre. Voilà. Donc, l'expert nous a interdit de faire les travaux. Donc, par contre, puisqu'il demande éventuellement, suite aux expertises qu'il y a eu entre la société Alios, Colas, que c'est Colas qui avait démoli, et ainsi de suite, donc aucune responsabilité n'est imputée à la société Colas, et les conclusions, et donc nous sommes plutôt à une fragilité intrinsèque de ces immeubles. Alors, c'est vrai, quand on les regarde, il n'y avait peut-être pas besoin de les remuer beaucoup pour qu'ils soient fragiles, hein, quand vous regardez la toiture. Donc, il est décidé que le confortement de ces deux immeubles est à la charge des propriétaires. C'est-à-dire propriétaires du tacos et propriétaires de la coiffeuse.
Et tant que ça ne sera pas réalisé, bien évidemment, on ne pourra pas avancer sur notre place de l'église. Alors, néanmoins, puisqu'on ne peut pas avancer pour l'instant, on va demander à GPSO dans le cadre, parce que je rappelle que les travaux sont financés déjà depuis 5 ou 6 ans, Suzanne, maintenant. On a gardé un peu d'argent pour faire. Voilà, donc la CU a gardé des fonds pour faire ces travaux-là. Donc on va voir avec la communauté urbaine si on ne peut pas faire des travaux plus allégés. Là, je rappelle qu'on refaisait tout le dallage, ainsi de suite. On va voir ce qu'on peut faire sans trop bousculer le terrain au pied de l'immeuble, et éventuellement reculer un peu la balissade de sécurité. Enfin, essayer d'aménager quelque chose, parce que ça ne va pas être réglé demain, ça, c'est clair. Donc dans la suite, on a eu effectivement aussi à se positionner sur une préemption, puisque le propriétaire du Tacos a proposé à son exploitant d'acheter les murs pour une somme que je n'ai pas là, mais qui était relativement élevée. Et donc, on a saisi le juge pour qu'on puisse éventuellement faire préemption sur l'immeuble, enfin sur la partie de l'immeuble. Et donc, on a acté ça, on a signalé ça au propriétaire en lui faisant une proposition d'achat des murs à hauteur de 100 000 euros. Voilà. Aujourd'hui, l'état du bien et la vie des domaines a été établi à 136 000 euros. Donc nous, on n'a pas souhaité faire une proposition à 136 000 euros, mais à 130 000 euros. Donc, pourquoi ça? Parce que, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le dessus du Tacos appartient déjà à Citalios. C'est-à-dire que si on devient propriétaire des murs du Tacos, Citalios, comme il l'a fait pour notre compte, on devient propriétaire de l'immeuble complet. Hein. Oui, c'est ça, le propriétaire en demandait, lui, 220 000 euros. Voilà, j'ai retrouvé ça paraissait un peu cher quand même pour le prix, mais ça avait été accepté par son genre. Donc aujourd'hui, bien évidemment, il n'est pas d'accord sur le prix qu'on lui propose. Donc il va saisir le juge des expropriations pour qu'il fournisse une évaluation de ce local. Voilà, donc où nous en sommes. Alors, voilà, donc nous, aujourd'hui, on attend, et il a saisi le juge d'expropriation, on attend une expertise du juge d'expropriation qui va nous donner un montant. Les domaines donnaient 136 000 euros, nous on propose 100 000. Je ne sais pas ce que sera le juge d'expropriation. Donc on a provisionné cette somme-là au 1. On a consigné. Oui, on a consigné, puisqu'on est obligé de consigner quand on fait cette somme-là au niveau du budget. Voilà, donc je ne peux pas vous dire grand-chose d'autre. Néanmoins, si ça n'aboutit pas, c'est pas parce qu'on va acheter qu'on va pouvoir faire les travaux, puisque donc après, il va falloir éventuellement s'attaquer à l'immeuble d'à côté, si on veut aller un peu plus loin, parce que, et là, c'est le fonds de commerce de la coiffeuse et la propriété de l'immeuble, qui appartient a priori à son père. Voilà, donc c'est... Voilà, donc tout ça fait que ça va pas être réglé demain, et c'est pour ça qu'on va quand même essayer de voir à la communauté urbaine ce qu'on peut faire par rapport à tout ça, et si au moins on peut donner un autre aspect à la place de l'église d'aujourd'hui. Parce que malheureusement, enfin, elle en a besoin, quoi. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire sur la place de l'église. Vous savez combien coûtent les travaux de consolidation? Les travaux de consolidation, de mémoire, c'était 150 000 euros, c'est ça, hein? 140 000, j'étais pas loin. Au total ou non, au total? Pour le Tacos. Pour le Tacos, et à côté, pareil? Là, on n'a pas chiffré à côté, puisque on nous a dit début 24, c'est pas la peine de consolider Tacos, parce que c'est l'autre va être fragilisé. Donc, oui, donc c'est pas possible de consolider seul le Tacos. Non, mais on n'a pas dit qu'on allait le consolider. Non, mais c'est ma question. Pour l'instant, l'expert dit non. Il dit si on consolide des deux. C'est ça. Donc, d'accord. On va pas mettre de l'or dans des bâtiments comme ça, quoi, quand même. Non, c'est pour, Oui, ça, non. voilà, pour ça que je posais la question. Voilà. Okay. Quel est l'intérêt d'acheter ce bâtiment? Donc, si, c'est qu'à terme, c'est aussi c'est le commencement d'une rénovation du quartier. Hein, complètement. Puisque les immeubles derrière, dans l'impasse, si vous connaissez, les immeubles de droite qui sont murés, avaient été achetés à l'époque par Citalios, mais nous reviennent en cas de clôture de ZAC. D'accord. Donc déjà, on commence à grignoter, mais on n'est pas arrivé au Crédit Lyonnais. Hein, donc voilà.
D'abord, quand l'autre côté a été fait de la rue Stalingrad, hein, si vous vous rappelez, il a fallu pratiquement 10 ans, quand on a commencé à acheter les fonds de commerce et les immeubles, pour que ce soit réalisé. Hein, parce qu'il faut que chacun déjà, il faut qu'on ait l'argent. C'est autre chose. Et aussi, je rappelle quand même, pour équilibrer l'opération de l'autre côté, la ville a versé 4 millions d'euros. Donc, aujourd'hui, de l'autre côté, à mon avis, ça sera pas mieux, quoi. Voilà, donc on commence. L'objectif à terme, si on peut se le dire comme ça, c'est éventuellement d'acheter à côté, je ne sais pas quand, dans les années qui viennent, et également démolir toutes les maisons qui sont dans le fond, et éventuellement faire un beau mur et élargir un peu la place, quoi. Donc, pour commencer provisoirement l'aménagement de cette rue. En attendant les travaux et tout ça, est-ce qu'on ne pourrait pas demander justement à Extatic de faire une fresque ou de recouvrir au moins ce plastique-là qui dénature un petit peu à côté de l'église, à côté de la place Oui. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit opérationnel pour recevoir une fresque. Je ne sais pas, mais bon, pourquoi pas, mais ou faire un trompe-l'œil, mais le trompe-l'œil... Quand on regarde, il faut qu'il soit sur quelque chose qui tienne. Hein, donc, à ce moment-là, il faut remettre quelque chose. Ça peut être une opportunité si on refait la place de l'église, voir comment on peut aménager ça, quoi. Mais voilà, c'est contradictoire. En 23, c'était bon. Début 2024, c'était plus bon. Hein, donc, ça, les experts, c'est tout ce qu'il y a. Aigneret. L'école. Donc, vous vouliez connaître le montant global de l'opération, 8 millions 100 TTC. C'est-à-dire qu'avec avec tous les travaux qui ont été rajoutés, les sommes qui ont été rajoutées... Ça, c'est la somme d'aujourd'hui. C'est la somme d'aujourd'hui, 8 millions. D'accord. Tout ce qui a été... Parce que je rappelle quand même qu'avec le Covid, d'emblée, on a pris entre 15 et 20%. Hein. Oui, ça, c'est sûr. Et ensuite, après, il y a eu les ajustements de devis régulièrement. Pourquoi ? Parce que évidemment, les entreprises étaient un peu en difficulté, ils faisaient la pression. Ils savaient très bien qu'on était engagé dedans. Quand ils nous demandaient 15 000 euros parce que leur matière première a augmenté et ainsi de suite, c'est compliqué de dire non parce que le gars, il s'en va du chantier et que ça avance plus, on est un peu coincé, quoi. Et là, on est coincé. Enfin, on est coincé, on essaie d'avancer, mais... je dirais, Dalila qui suit ça depuis son arrivée de très près, pratiquement tous les jours sur le chantier avec les entreprises, hein, pour les faire avancer. Donc là, il y a aussi les trottoirs à refaire tout le tour et l'esplanade, donc qui sera pris en compte par la communauté urbaine. Et les subventions qu'on avait obtenues au départ, est-ce qu'elles sont réévaluées par rapport au coût ? C'est ça le problème. Et le mécénat ? Le mécénat, ça a rapporté 100 000, 150 000 euros, ça. Oui. Ça. Et bon, le mécénat, maintenant, on ne peut pas leur demander... oui, voilà. non, mais pour savoir... C'était 3,6 millions les subventions qu'on avait. Voilà. Mais sur une opération qui était presque 30% inférieure aujourd'hui. Hein. Donc, vous divisez par 10, ça fait 800 par 7, 5 millions 6. Hein. Donc, 3 millions et quelques de subventions sur une opération 5 millions 6. Bon, on était bien financé. Aujourd'hui, on est mal financé, ça c'est clair. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc ça, c'est tout à la date d'aujourd'hui, parce que... Et l'ouverture, la date d'ouverture, c'est toujours prévu janvier. Il y a eu des réunions de fait avec les parents d'élèves, avec les professeurs des écoles, et le directeur qui est nommé, hein, je rappelle, parce que l'école est créée. Et cette école est à la fois sur... Paul Langevin, Henri Vallon, hein, et les classes sont formatées pour aller au 1er janvier, je touche du bois, à l'école Aigneret, avec le directeur qui a été nommé, qui est d'ailleurs qui était professeur des écoles sur Henri Vallon, je crois qu'il était. Hein, voilà. Oui, tout est prêt, le matériel est commandé, voilà, donc on n'attend plus que... la commission de sécurité, parce que là aussi il faut faire passer une commission de sécurité, est prévu, enfin on l'envisage quand, Dalia ? Le 18 novembre. Voilà. Oui, donc en espérant qu'elle soit acceptée aussi d'office, hein, parce qu'actuellement les classes qui devaient être déplacées sont donc
sont donc doublés à Henri-Vallon. C'est-à-dire que qu'on va, quand on va ouvrir au mois de janvier, on va supprimer 3 classes, 3 classes à Henri-Vallon, 3 classes à Paul-Langevin. Voilà. Mais les classes sont déjà constituées. On ne va pas remouliner les enfants dans les classes. Hein. D'ailleurs, les parents ont été conviés à des réunions d'information. Il y a un mois et demi. Elle n'est pas là, Céline. Il y a un mois et demi environ, à la rentrée scolaire, on les a reçus. Voilà. Ça, c'était le deuxième point. Pas de questions complémentaires. Donc, il y avait les effectifs sur les centres de loisirs. Bon, quelques chiffres, hein, parce que Céline devait les présenter, mais je vais vous les présenter. En ce qui concerne les mercredis de septembre, place ouverte 609, place occupée 470, 22% d'absentéisme. C'était le cas, c'était mieux en 2023, puisqu'il y avait 594 places ouvertes, 493 occupées, 17% de places non occupées. En ce qui concerne les vacances de printemps 2024, places ouvertes, alors, en totalité, si on fait le total tous les jours, hein, 2862 places, places occupées 2635, absentéisme 8%. 2023, on était à 22%, là on était nettement mieux. 1865 ouvertes, 1472 occupées l'année en 2023. Pour le juillet, les 300 ont été ouverts. On a proposé en juillet 5991 journées d'enfants réservées par les familles. 5392 journées ont été occupées, soit 10% d'absentéisme, 18% en 2023. Pour août, on a proposé 3677, on en proposera en mois d'août parce qu'il y a moins de gamins qui fréquentent les centres de loisirs. 3677 journées réservées, 3173 journées réalisées, 14% d'absentéisme, 21% en 2023. Alors, pour ça, elle me signale Céline, pour juillet et août, une partie importante des absences sont justifiées par des certificats médicaux de plus de 20 jours effectués à l'étranger. Juste, merci déjà pour ces informations. Donc, comment expliquer que des parents qui veulent inscrire leurs enfants n'aient pas de place? Je vais y venir. Ok. Donc, notamment pour la Toussaint, par exemple. Donc, sur la Toussaint, place ouverte, 425 places. Et aujourd'hui, en moyenne réservée, 322. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de parents qui s'inscrivent sans savoir s'ils vont avoir besoin de place ou pas. D'accord? Et après, on s'ajuste. À la date d'aujourd'hui, toutes les demandes sont satisfaites. Et en plus, sur le séjour des vacances de la Toussaint, il y avait un séjour de 50 enfants qui étaient des enfants qui étaient dans les centres de loisirs. Et les inscriptions avaient été faites sur les centres de loisirs et en vacances. Donc, qui étaient incompatibles, ça, ce qui occupait 2 fois les places. Donc, aujourd'hui, sur les vacances scolaires de la Toussaint, il y a 415 places de libre, 130 Tati, 80 Curie, 130 Vallon, 75 Pagnol, 415. Aujourd'hui, dans les inscrits, sur du 21, enfin je ne vais pas vous donner tous les jours, hein, mais je veux dire le 21 octobre, c'est le premier jour, il y a 352 gamins qui sont inscrits. Vous avez le 24-10, 349. Après, on diminue puisque les petits sont fermés à partir du 25 octobre. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Tati, il y a 134 places. Aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, il y a 134 inscrits. C'est-à-dire qu'on fait du surbooking. Et là, le dernier chiffre, c'est 143 enfants inscrits à Tati pour un nombre de places autorisées à 130, compte tenu de l'absentéisme qui va éventuellement y avoir. Donc, à la date d'aujourd'hui, il n'y a plus de liste d'attente d'enfants inscrits. C'est toujours le même problème. Dès qu'on démarre, tout le monde s'inscrit parce qu'ils ne savent pas trop ce qu'ils vont faire. Puis après, les parents, on a encore eu, ils avaient eu encore aujourd'hui, 4 familles viennent de demander une désinscription pour les 2 semaines de vacances. Par exemple, aujourd'hui, il y a encore 4 familles qui ont annulé les inscriptions. Donc, ça s'ajuste, il y a une liste, et donc tous les demandes qui avaient été faites par mail ont été satisfaites et tout le monde a une place dans les centres de loisirs aujourd'hui. Voilà. Vous dire quoi d'autre
Sur les mercredis, donc de septembre, je le disais tout à l'heure, il y a des journées où il manque près de 40 gamins sur 10% d'absentéisme en moyenne sur les jours. Voilà. Donc c'est les chiffres, les derniers chiffres, parce que c'est des chiffres qui me sont parvenus aujourd'hui. Voilà. J'ai une question, monsieur le maire, sur quand vous qualifiez l'absentéisme, ça veut dire que ce sont des personnes qui restent inscrites jusqu'au bout et qui ne se présentent pas le jour même, ou ce sont des personnes qui se sont désinscrites au dernier moment et à qui vous n'avez pas pu remettre la place à un autre parent? Non, parce que n'importe comment, je dirais que là, on fait de l'ajustement tous les jours. Hein, donc, oui, aujourd'hui, on a des inscrits de 4 familles. Hein, donc, on fait de l'ajustement tous les jours. Sachant si je suis comme vous, j'ai perdu ce que je voulais vous dire, ça gagne. Sachant quand même on a été... Les enfants qui n'avaient pas été au centre le mercredi depuis le mois de septembre, on les a désinscrits d'office. Ceux dont les parents ne les avaient pas désinscrits en avance. Depuis septembre à ce jour, tous ceux la semaine dernière, tous ceux qui n'avaient pas été présents au moins une fois le mercredi, on les a désinscrits d'office. Ma question, en fait, c'est parce que, comme j'ai pu le faire moi-même, je me désinscris vraiment aux 5 jours. Comme des fois, je n'ai pas de visibilité. Ma question, c'est quand je le fais, est-ce qu'il y a un mail qui est envoyé aux parents est-ce qu'il y a une liste d'attente où la personne est... On a une liste d'attente. Hein, D'accord. Et alors, justement, elle me disait, j'ai pas lu le début, voilà, pour ouverture des inscriptions périscolaires, un mail a été adressé à 2300 familles aux alentours du 12 juillet. Et les informant de l'ouverture des inscriptions pour le 19 juillet. On leur disait, le 19 juillet, ça ouvre. Un mail de relance a été fait le 19 août pour rappeler l'obligation d'inscription. À 8 jours de la rentrée, plus de 1000 enfants n'étaient pas inscrits à la cantine. Ça veut dire aussi qu'il y a quand même des parents, il faut gérer. Quand vous avez 2000 enfants qui sont à la cantine, le 19 août, il y a 1000 enfants qui n'étaient pas inscrits. Hein. Donc comment voulez-vous aussi gérer ce ne sont pas des superman tout le temps, hein, les collaborateurs. Quand les parents ne font pas l'effort d'inscrire leurs enfants à la cantine, après, il ne faut pas nous reprocher que ça se passe mal. Hein. Voilà. Et là, on leur a fait 2 mails hein, quand même. 3, deux mails. Un le 12 juillet et une relance le 19 août. 19 août, qui ont 1000 personnes inscrites, 1000 gamins qui n'étaient pas inscrits. Alors imaginez aussi, pour prévoir les commandes pour le prestataire. Hein. C'est une véritable organisation. Donc, qu'il y ait 10-15 parents qui soient mécontents, qui se lâchent sur les réseaux, moi je veux bien. Et je veux dire, en contrepartie, il faut penser qu'il y a 500, il y a 2000 gamins qui mangent tous les jours à la cantine et qu'on a 600 ou 700 gamins tous les mercredis quand même. Donc, ça veut dire aussi, quand il y a 10% d'absentéisme, ça veut dire aussi qu'on embauche des collaborateurs pour avoir, je dirais, le taux nécessaire par rapport à la CAF pour pouvoir garder les enfants. Donc tout ça, on ne déclenche pas un matin, on se dit tiens, il nous faut 3 animateurs supplémentaires. Ça, c'est plus possible, ça n'a jamais été possible, mais c'est encore moins possible aujourd'hui parce que les personnes, on ne les trouve pas. Hein. Donc il faut, là aussi, quand on ajuste le nombre d'enfants qu'on va accueillir, c'est aussi en fonction des collaborateurs qu'on peut avoir ou qu'on peut recruter. Hein. Tout ça, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Hein. Voilà, tous ces éléments-là sont importants et croyez bien nous sommes très attentifs à l'accueil des enfants aux cantines et ainsi de suite. Hein. Et je veux dire, c'est une machine de guerre. Hein. Quand vous avez 3000 enfants à gérer dans les différents centres à la cantine par semaine, il ne faut pas trop se louper, quoi. Et 15 personnes qui vont faire du ramdam sur les réseaux quand vous avez 3000 enfants en face, voilà, il faut aussi relativiser, quoi. Hein. Voilà. Donc, monsieur le maire, je rebondis là-dessus, parce que j'étais en réunion mardi avec les ATSEM et les animateurs pour la présentation de l'école Pauline Kergomar et Saint-Exupéry. J'ai pas eu l'impression qu'il y avait que 15 personnes qui se plaignaient sur l'inscription au centre de loisirs. Ça avait l'air d'être quand même assez d'inquiéter tous les parents. Il y en a qui avaient réussi à avoir des places, il y en a d'autres qui n'en avaient pas. C'est vraiment cette inquiétude-là qui ressortait. Je ne pense pas qu'il y ait que 15 personnes qui se plaignent là-dessus sur les réseaux. Après, on en débattra si vous voulez. J'ai été sur les réseaux, je me suis fait ramasser par un certain. J'ai été voir un peu plus loin, il habitait même pas à Cher. Hein,
Oui, non, mais après, il ne faut pas croire tout ce qu'il y a sur les réseaux, Non, mais ouais. il y a les parents. Je pense que les services vous feront remonter leurs remarques. Sachez que les services sont nécessaires et tout ce qui est là possible, leur objectif, c'est pas de ne pas inscrire des enfants. Donc là aussi, il y a la courtoisie, il y a des mails qui se font, il y a des appels et on rappelle aussi les personnes. La preuve, les 4 places qui sont libérées aujourd'hui, si on a la liste d'attente, il y en a plein. Aujourd'hui, il n'y a pas de liste d'attente. Alors si vous entendez dire qu'on ne peut pas inscrire les enfants le mercredi aux vacances, vous leur dites de s'adresser au service enfants s'ils vont leur trouver une place. Et je pense qu'il y a peut-être une incompréhension là-dessus, justement, sur comment fonctionne cette liste d'attente, où les gens pensent pouvoir le faire sur le portail famille, peut-être, alors qu'il faut, si j'ai bien compris, envoyer un mail au service de la mairie. Il y a peut-être un problème là-dessus aussi. Sur le portail famille, c'est l'inscription. Donc, quand vous êtes inscrit une fois, après, vous êtes là. Mais si, effectivement, il y a un souci, il y a une communication. On a envoyé quand même 3200 mails pour avertir les parents. Je rappelle quand même que 3 semaines avant l'école, 15 jours avant l'école, il y avait 1000 gamins qui n'étaient pas inscrits. Donc, on va relativiser tout ça un peu, d'accord ? Il faut aussi que chacun prenne ses responsabilités. Pour certains, les enfants, c'est leur priorité. Je dirais qu'il faut aussi que chacun se prenne en charge. Et j'avais une autre question, parce que vous avez évoqué le sujet du recrutement des animateurs et des collaborateurs. Concrètement, on n'a pas forcément la capacité d'accueillir tous les enfants de la ville d'Achères en centre de loisirs, mais est-ce que, en termes de bâtiments et de matériel, est-ce qu'on a la capacité, si on arrive à recruter des employés, d'accueillir plus d'enfants, ou est-ce qu'on est on est au maximum de ce qu'on peut faire? Est-ce qu'en termes de lieux d'accueil, on a d'autres possibilités? Aujourd'hui, les centres qui sont proposés sont agréés par la CAF, un autre organisme, j'ai plus le nom en tête, sont agréés. Si effectivement on décide d'ouvrir un autre bâtiment, il faut le faire agréer. Il y a toutes les normes de sécurité à respecter. Il n'y a pas que on décide pas un matin d'ouvrir un bâtiment. Il faut le faire agréer avec le nombre de personnes, savoir si ça correspond aux attentes de ces organismes-là qui suivent ce qui est normal, les enfants. Merci pour vos réponses. Vous savez, on peut tout faire si on a un peu de l'attitude financière. On va dire ça comme ça. La dernière question, je ne vais pas y répondre ce soir, sur le tram 13. Ah non, mais je vous vois déjà soupérer avant d'avoir pris la parole. Donc sur le tram 13 aujourd'hui, j'ai dit je me suis mis déjà en rapport avec Île-de-France Mobilité. Voilà, donc ils vont venir vers moi. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas forcément une de leurs priorités. Pourquoi ? Parce que déjà le terrain qui est proposé là par l'environnement, c'est pas du tout technique ce qui a été proposé dans ce document-là. Aujourd'hui, faire un accès entre les 2 ponts de la rue de Saint-Germain, ça paraît très compliqué, surtout quand on dit il y a un bus qui va rentrer là. Je vois pas comment on va faire. Sortir avec un bus entre les 2 ponts de l'avenue de Saint-Germain, si c'est possible, si vous êtes un beau chauffeur, vous pouvez le faire. Je crois que ça, c'est pas possible. Si, c'est tout à fait possible. Pardon ? C'est tout à fait possible. Non, mais tout est possible. Non, mais... Aller sortir un bus entre les 2 ponts de la rue de Saint-Germain, entre le premier pont et le deuxième, où il y a la station de pompage. Oui. Je ne suis pas certain que ce soit possible. Au niveau des avec distances, les voitures qui rentrent là, je ne sais pas distances, comment on va faire sur la circulation. Déjà qu'il y a le feu rouge sur les 2 ponts. Si vous partez battu, c'est déjà cuit. Mais... c'est pas moi qui pars battu. Bah, si. Moi, non, on ne part pas battu. On fera, je reprends juste les mots de Madame Jaunet qui dit que les élus doivent se battre pour... on va se battre. J'ai déjà contacté Île-de-France Mobilité, la personne qui est responsable du programme. C'est bien, parlons-en. Parlons-en dans ce cas-là. C'est les premiers retours que j'ai de cette personne-là. Voilà, donc c'est l'objectif et on va être... Pourquoi ne pas en parler, monsieur le maire? On pourrait très bien en parler. On a dû secouer le cocotier pour que ça avance. Et là, vous allez discuter de tout seul. De faire une station entre les 2 ponts, je vous le dis tout de suite, pour avoir un peu... Alors, ce qu'on me dit, il faut faire aussi, j'ai lu qu'on fallait faire un passage sous voie aussi, à un endroit donné, faire un passage piéton sous voie. Quand on a voulu faire un passage sous voie sur la voie le A, chez nous à la gare, ça coûtait 7 millions d'euros. Piéton ? Oui, bien sûr. Ah non, là, vous parlez voiture. Là. Non, je ne parle pas voiture. Piéton. Quand on a voulu faire un prolongement de la rue... Mais sauf que là, il va y avoir des travaux en même temps. Il va y avoir des travaux en même temps. Quand on a voulu faire un prolongement de la rue du collège, je ne sais pas comment ça s'appelle, la rue, ça doit être la rue... je ne sais plus, celle qui arrive au collège, là, tout droit, il y a un cul-de-sac. On a voulu faire une prolongation
pour regagner de l'autre côté vers la petite arche, le devis, c'était 7 millions d'euros. Oui, mais là, il y a des travaux en même temps. Il faut profiter des travaux Parce que qui vous sont croyez que en ça se fait même comme temps. ça, les travaux Non, sont j'ai pas déjà dit ça. programmés. Mais Ils sont- vous avez lu la motion. On dit pas que c'est claque. Non, On mais- dit qu'on demande à ce que les études puissent reprendre et puissent On va regarder ça. prendre les conclusions on en parlera. du commissaire Non, mais- enquêteur mais le pour commissaire enquêteur- évaluer la possibilité de faire la gare à cet endroit-là. Non, mais le commissaire C'est ça qu'on enquêteur, demande. c'est un commissaire enquêteur qui avait chargé et qui était chargé de l'environnement, qui n'était pas du tout un enquêteur qui s'est positionné techniquement sur le projet, parce que c'était déboisé, il y avait 4800 mètres carrés. Alors imaginez, 4800 mètres carrés, ça me paraît, c'est un mouchoir de poche. Sur 4800 mètres carrés, il s'est dit, bah oui, c'est déboisé, pourquoi on ne fait pas une gare là? C'est tout, la question qui s'est posée. Ah non, ça a été un peu plus loin que ça quand même. Et j'ai tous les documents là-dessus. J'ai fait le point avec Île-de-France Mobilité. Voilà, mais on en reparlera le prochain conseil municipal. Voilà, et puisque ça ne décrète pas comme ça en 2 secondes. Voilà, merci. Enfin, on ne vous a pas demandé de décréter la gare ou quoi, Oui. on a demandé d'en parler. C'est pour ça que je vous ai envoyé à tous Oui, le On va pas en rapport. parler. Attendez, on ne va pas faire un débat. Mais c'est dommage de ne pas en faire un parler. débat Au sur la moins en gare. parler. C'est pas une question de Attendez, on va débat, pas- c'est une question d'en parler. Mais on ne va pas en parler. Je vous en parle déjà. Je vous dis, je vous Non, apporte vous m'en des parlez pas. Vous me précisions. dites, je vous en parlerai au prochain conseil. Oui, je vous en parlerai. J'aurai des éléments et je vous parlerai de ce projet au prochain conseil municipal. J'ai reçu la question il y a 48 heures. Excusez-moi, en 48 heures, je n'ai pas approfondi le dossier. On va approfondir le dossier et on vous donnera une réponse. C'est quand même un arrêt au qui prochain concerne la conseil ville municipal. d'Achères quand même. Non, mais Enfin, un c'est- arrêt. Enfin bon, l'arrêt, c'est voilà, il y a l'arrêt, c'est tout. Je vous dis, le dossier, je l'ai reçu, la demande, je l'ai reçue il y a 48 heures. Je ne suis pas un expert du bâtiment et des possibilités. Mais c'est pas à vous qu'on demande ça. Hein. Mais attendez, justement, c'est pas à moi. Donc moi, je vais me renseigner et on fera. Vous, si vous avez la technicité, vous en ferez part et on fera. Je vous présenterai les conclusions et ce que je pense du projet au prochain conseil municipal. C'est tout. Je peux rien vous dire de plus. Merci à tous et bonne soirée. Beaucoup des